Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler du cancer bancaire. Le sujet est fascinant et extrêmement important. Ça va pas être une vidéo sur les investissements, comment on le fait ou quelles sont les bonnes opportunités dans ce moment, mais ça va surtout être une prise de conscience de ce qui se passe dans le monde bancaire aujourd'hui et du financement de la transition énergétique et écologique. Voilà ce qui s'est passé. En début de semaine, je suis tombé sur un rapport de Gaël Giraud et de son équipe. Gaël Giraud, qui est un économiste français extrêmement réputé, il milite pour la finance verte et tout simplement la transition énergétique. Et il a donc mis en place un rapport qui s'appelle Actifs fossiles, les nouveaux subprimes, ou quand financer le changement climatique peut mener à la crise financière. Voilà tout simplement ma réaction quand j'ai lu ce rapport. Les amis, ce rapport, c'est de loin la chose la plus intéressante que j'ai lue depuis le début de l'année 2021. Il parle donc des actifs fossiles que détiennent les banques, c'est-à-dire les éléments que les banques ont dans leur bilan, qu'elles détiennent, qui sont liés à la production d'énergie fossile. Alors vous allez me demander comment est-ce qu'on lie tout ça au subprime. Pour bien comprendre le tout de ce rapport, on va déjà faire un petit retour en arrière sur ce que sont les subprimes et comment ils ont créé la crise financière de 2008. La crise des subprimes, avant de complètement éclater en 2008, elle a débuté en 2006 lorsqu'énormément de citoyens de conditions modestes sont allés voir des banques et leur ont demandé de l'argent pour pouvoir s'acheter une maison, c'est-à-dire avec des crédits hypothécaires. Pour vous la faire courte, les banques ont donc prêté énormément d'argent à des gens de conditions modestes qui n'avaient pas forcément les moyens de repayer ces crédits. Les banques ont regroupé tous ces prêts et ont créé des véhicules d'investissement pour les investisseurs à vide de gains court terme. Bien entendu, les banques prenaient une marge significative entre tout simplement les taux d'intérêt qu'ils recevaient des emprunteurs et les taux d'intérêt qu'ils rendaient aux investisseurs. C'est le fonctionnement d'une banque. Le but, c'est de faire de l'argent. Business is business. Ces véhicules d'investissement, ils les ont appelés titres adossés à des créances hypothécaires ou MBS en anglais, Mortgage Backed Securities. Les amis, ce type de véhicule pour les banques, c'était le jackpot. C'était de la free money, c'était de l'argent qui tombait du ciel. Et bien entendu, lorsqu'on fait ça, ça crée des jaloux. Le gouvernement s'est mis à faire la même chose et pire, les assurances se sont mis à faire la même chose. Tout le monde a en fait créé ces espèces de véhicules d'investissement sur les crédits hypothécaires. Le montant des crédits assurés aux États-Unis est passé de 900 milliards de dollars à 62 trilliards de dollars. Oui, fois 65, les amis, en extrêmement peu de temps. Tout est normal. Bien entendu, les entreprises d'assurance n'avaient pas du tout de quoi rembourser 65 trilliards de dollars. Mais bon, tant que la musique continuait de jouer, il n'allait pas s'arrêter. Business is business, my friend. En plus de ça, avide d'encore plus de gains court terme, les banques et les assurances ont créé des instruments financiers encore moins transparents bien sûr et encore plus complexes, les CDO, Collateralized Debt Obligations. Mais là où c'est encore plus fort, c'est que les banques sont allées voir les agences de notation pour pouvoir avoir des notes sur le risque que comporte ce type d'investissement pour les investisseurs. Si c'était extrêmement risqué comme c'était le cas, personne n'aurait vraiment investi dans ces investissements. Et ces agences de notation, elles ont noté ce type de véhicule d'investissement extrêmement bien. C'est-à-dire qu'elles ont donné des notes de AAA à 70% de ces types de véhicules d'investissement. Il faut savoir qu'à la fin de la crise, plus de 75% de ces véhicules d'investissement ont fait défaut, alors que les agences de notation ont donné les notes les plus élevées, c'est-à-dire les véhicules d'investissement les moins risqués pour les investisseurs. Bon, là, on pourrait partir sur le business model des agences de notation comme Moody's, tout simplement parce que c'est les banques qui vont financer ces agences de notation pour obtenir des notes. Il y a un énorme conflit d'intérêts entre les agences de notation et les banques. Pourquoi est-ce que les agences de notation se font payer par les banques pour donner un classement, une notation sur leur produit d'investissement qui va faire encore plus d'argent à la banque? C'est pas le sujet du jour, mais voilà, c'est juste pour vous dire que les agences de notation, il y a quand même un énorme conflit d'intérêts sur ce qu'ils font et c'est quand même hyper sketchy. Bref, 2006, 2007, 2008, les banques continuent de s'enrichir à vitesse grand V, accordent de plus en plus de prêts à des créditeurs qui sont de moins en moins solvants, qui ont de moins en moins la capacité à repayer ces prêts et bien entendu, un petit grain de sable va venir se mettre dans le mécanisme. La Federal Reserve, aux États-Unis, la banque centrale, la mère de toutes les banques, va rehausser les taux d'intérêt et donc
les prêts vont être de plus en plus chers pour les emprunteurs. Ils ont des taux d'intérêt qui sont de plus en plus importants. Ils doivent repayer tous les mois un petit peu plus d'argent sur leurs prêts. Des emprunteurs commencent à faire défaut. Le marché de l'immobilier commence à s'effriter et certaines maisons perdent en valeur extrêmement rapidement, ce qui fait tout simplement un effet boule de neige monstrueux. De plus en plus d'emprunteurs font défaut, qui font qu'il y a un crash immobilier, les maisons valent de moins en moins et donc les emprunteurs ne veulent tout simplement plus repayer ces prêts puisque leur prêt est beaucoup plus important que la valeur de la maison. Ensuite, ça a créé l'effet boule de neige et l'effet domino que vous connaissez, ça s'est propagé partout dans le monde et on a connu cette grande crise financière à la fin 2008. Cet événement est une très bonne piqûre de rappel. La cupidité et l'avidité pour l'argent ne devraient jamais prendre le dessus sur le bon sens et la décence. Oh, c'est beau ce que tu dis, Yann. Oh mon Dieu, mais non, mais là, c'était vraiment pas mal celle-là. Au final, les banques avides de gains court terme ont laissé un cancer grandir avec des métastases qui grandissaient à vue d'œil. C'est ces véhicules d'investissement, ces prêts hypothécaires bancaires qui étaient tout simplement pourris, rongés jusqu'à l'os. Et on a eu des régulateurs qui ont totalement ignoré le problème. Alors, venons donc à notre sujet du jour et le cancer bancaire actuel qui est en train de grossir, les métastases qui sont déjà extrêmement importantes. Donc dans ce rapport, Gaël Giraud et son équipe commencent en nous disant tout simplement qu'entre 2016 et 2020, les 60 plus grandes banques mondiales ont financé pour 3,5 trilliards de financement pour la création d'énergie à partir d'actifs fossiles, d'énergie fossile. C'est tout simplement plus que le PIB français en 2021. Le rapport enchaîne donc en nous disant que sur 10 € de financement aux industries énergéticiens, 7 vont vers les énergies fossiles et 2 vont vers les énergies renouvelables, ce qui est complètement fou à l'heure d'une transition énergétique et écologique. En effet, pour respecter les accords de Paris de 2015, il faut qu'on réduise la production mondiale de charbon, de gaz et de pétrole de 6% par an jusqu'à 2030. C'est énorme et monstrueux. Et quand on compare aux flux financiers qui sont actuels, on est totalement aux antipodes d'une trajectoire correspondant aux accords de Paris. Mais tout ça les amis, vous le savez déjà. Vous savez qu'on est clairement dans la merde et qu'on n'avance pas sur la transition énergétique. C'est beaucoup trop lent. Je ne vous apprends rien. Mais alors, où il est le catch ? Ce rapport, il prend donc en compte les 11 plus grandes banques européennes. Vous aurez les 4 plus grandes banques françaises avec BNP Paribas, le Crédit Agricole, BPCE Natixis et bien entendu la Société Générale. Vous aurez les 2 plus grandes banques allemandes avec Commerzbank et Deutsche Bank. Vous aurez les 2 plus grandes banques italiennes avec Unicredit et San Paolo. Et vous aurez bien entendu la plus grande banque néerlandaise avec ING. Ces économistes dans ce rapport ont donc prouvé que les plus grandes banques européennes sont capitalisées à plus de 95% de leurs fonds propres en actifs fossiles. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia ? Les fonds propres, c'est un petit peu la bouée de sauvetage qu'a une banque pour essuyer des pertes. C'est l'indicateur parfait pour dire, eh bien écoutez, nous sommes capables d'essuyer autant de pertes et nous ne ferons tout simplement pas faillite. Le problème ici, c'est qu'une banque comme le Crédit Agricole est capitalisée à 131% de leurs fonds propres en actifs fossiles. Ça veut dire que le Crédit Agricole détient tout simplement plus d'actifs fossiles que ce qu'ils n'ont de fonds propres. Et donc, si tous ces actifs fossiles venaient à devenir obsolètes, venaient à devenir zéro à cause de la transition énergétique, le Crédit Agricole ferait faillite. Dans ce rapport, les économistes prouvent donc que 5 de ces 11 grandes banques feraient tout simplement faillite si tous ces actifs fossiles venaient à devenir obsolètes. Tous leurs actifs fossiles regroupés représentent 530 milliards de dollars, le PIB de la Belgique. Alors là, vous allez me dire, super Yannou, les banques ne sont pas des petites licornes qui financent la transition écologique ou énergétique. Ça, on le savait déjà, mais en quoi est-ce que le fait qu'elles soient capitalisées en actifs fossiles en fonction de leurs fonds propres, c'est important ? En fait, ce problème, il est important pour 2 raisons principales. La première, c'est que ce cancer, le fait qu'il y ait énormément d'actifs fossiles par rapport aux fonds propres, c'est un cancer métastasé qui grossit énormément. C'est un fumeur qui continue de fumer aujourd'hui. Les banques continuent de financer aujourd'hui des projets de création d'énergie à partir d'actifs fossiles. Donc on a bien un fumeur qui continue de fumer. Mais en plus de ça, on a un fumeur qui nie totalement que c'est un problème et ses amis et sa famille ne le prennent pas du tout en considération et ne pensent pas non plus que c'est un problème. Aujourd'hui, les régulateurs ne font rien pour régler le problème des actifs fossiles dans les banques. Alors, vous comprenez bien qu'on a donc un cancer qui grossit
et un cancer qu'on ignore totalement. Mais en quoi est-ce que c'est tout simplement un cancer? En fait, c'est un cancer parce que tous ces actifs-là, si on va vraiment vers une transition écologique et une transition énergétique, on va plus du tout avoir besoin d'actifs fossiles dans le futur. On ne voudra plus créer de l'énergie à partir de sources émettrices de CO2 si on peut émettre de l'énergie à partir de sources qui émettent beaucoup moins de CO2. On va préférer le solaire, l'éolien, l'hydraulique au carbone ou au charbon par exemple. Mais donc dans ce contexte, tous les actifs fossiles, ils deviendraient totalement obsolètes. On appelle ça en finance des actifs échoués. C'est donc des actifs qui auraient tout simplement à la fin une valeur monétaire de zéro. Tout ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Si on va vers un monde où tous ces actifs vont devenir zéro au fur et à mesure que le temps passe, avec une dépréciation de ces actifs qui va être assez rapide, eh bien toutes ces banques, elles auront donc des actifs qui vont valoir zéro, et certaines banques n'auront tout simplement pas les reins assez solides pour survivre cette transition énergétique. En fait, on est dans une situation extrêmement similaire à 2008 et la crise des subprimes. On a des banques qui veulent faire des gains court terme sur la création d'énergie fossile qui est encore profitable dans leur modèle de valorisation, donc qui leur rapporte de l'argent sur le court terme. Quid de la dévalorisation des actifs dans le futur qui vaudra probablement zéro. Et on a des régulateurs qui ne font absolument rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2006, 2007 et début 2008, et c'est ce qui a mené à la grande crise financière. Mais ce qui est fou, c'est qu'on marche totalement sur la tête, parce que ces banques, elles financent ces projets à partir d'actifs fossiles. Mais il faut savoir qu'il y a des dizaines de recherches qui ont prouvé que créer de l'énergie à partir des énergies renouvelables aujourd'hui, en 2021, c'est beaucoup plus sain et c'est beaucoup plus efficient en termes de coûts par rapport aux énergies fossiles. On a parlé de la recherche de RethinkX dans une vidéo précédente, mais il y a aussi les recherches par exemple d'IRENA qui prouvent que les coûts de production à partir d'énergies renouvelables sont aujourd'hui beaucoup moins chers que les énergies fossiles, entre 75 et 80% du temps. On vit donc dans un monde qui marche mais totalement sur la tête. Donc là maintenant, si vous avez suivi jusqu'ici, vous vous posez peut-être la question, c'est quoi les conséquences de tout ça? Et si on y réfléchit ensemble, quelles sont les conséquences de ces actifs fossiles dans le bilan de nos banques? La première grosse conséquence, c'est que le risque d'une crise économique à la subprime, il est totalement réel. Je ne suis pas du genre à vouloir tirer les sonnettes d'alarme, mais aujourd'hui, la transition énergétique et écologique, elle est nécessaire, elle est inévitable. Ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et donc, tous ces actifs fossiles, ils sont voués à être des actifs échoués. C'est voué à devenir des actifs obsolètes qui vont valoir zéro. Et si les banques n'en prennent pas conscience aujourd'hui, un grand nombre d'entre elles feront faillite. La deuxième conséquence, c'est que le problème ici, on a gratté uniquement que la surface. On a parlé des actifs qui sont directement liés à la production d'énergie fossile. Mais les énergies fossiles sont indirectement liées à énormément de secteurs. Je pense au secteur aéronautique, je pense au secteur automobile et au secteur des pétrochimies. Si on regarde la capitalisation des fonds propres des banques en fonction des actifs indirectement liés aux énergies fossiles, donc aux actifs bruns, c'est beaucoup plus important que 95% en moyenne sur les 11 plus grandes banques européennes. La troisième conséquence, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts monstrueux pour les banques de financer la transition énergétique. Réfléchissez-y, si vous êtes aujourd'hui le Crédit Agricole capitalisé à 131% de leurs fonds propres en actifs fossiles, en actifs bruns, est-ce que vous allez financer un projet, même s'il est rentable sur le court terme, à base d'énergie renouvelable pour la création d'énergie, si ça fait devenir 131% de vos fonds propres en actifs bruns obsolètes à zéro? Financer la transition énergétique et écologique pour ces banques, ça revient à dire que la plupart des actifs qu'on détient valent zéro. Et la dernière conséquence, et c'est le plus énervant, c'est qu'on est voué à financer la transition écologique et énergétique à la vitesse de turbo l'escargot. Il faut qu'on laisse le temps à ces banques de réduire leurs actifs fossiles pour qu'elles ne fassent pas faillite, puisque si on dit demain que tous ces actifs deviennent obsolètes, qu'on arrête la création d'énergie à partir de gaz et de charbon et l'utilisation de pétrole, et bien tout simplement 50% de ces banques feraient faillite et tous les citoyens qui ont de l'épargne chez ces banques perdraient leur argent et énormément de personnes se retrouveraient à la rue. Si vous comprenez bien le problème, il apparaît clair qu'il faut des actions politiques graves pour déjà réduire les métastases et ensuite anéantir la maladie, le cancer bancaire. Gaël Giraud et son équipe nous proposent donc une solution. Ils veulent mettre en place donc une espèce de branche annexe de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est la mère de toutes les banques en Europe, qu'on pourrait appeler la branche brune de la BCE, qui rachèterait, certes à un moindre coût, en moyennant une décote, tous les actifs bruns, tous les actifs fossiles de toutes les grandes banques et qui, au fur et à mesure du temps, s'occuperait de la dépréciation de ces actifs.
Alors vous allez me dire pourquoi la BCE? La BCE tout simplement parce que c'est la seule qui est capable d'essuyer des pertes de plus de 500 milliards d'euros sans faire faillite. La BCE a le contrôle de la monnaie, ils peuvent imprimer de l'argent à souhait, autant qu'ils veulent, et donc c'est les seuls qui peuvent essuyer des pertes aussi importantes sans faire faillite. Au final, ce rapport imagine donc une BCE responsable de ses futurs actifs échoués, ses futurs actifs obsolètes. Alors bien sûr, c'est pas tout rose et ça n'assainirait pas le bilan de la Banque Centrale Européenne. Mais cette situation a déjà été vue à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où la BCE avait racheté tous les crédits pourris que les banques avaient pris durant la Seconde Guerre mondiale et où les emprunteurs n'auraient jamais pu repayer leurs dettes. Alors dernière chose sur ce rapport, là où ça fait vraiment flipper, où ça fait encore plus peur et on se dit mais on va vraiment vers une crise financière si on ne fait rien, c'est tout simplement que ce cancer, il n'est pas européen les amis. Ce cancer, il est planétaire. Si on prend uniquement JP Morgan, Wells Fargo, qui est capitalisé à plus de 300% de leurs fonds propres en actifs fossiles, et Citibank, donc les 3 banques américaines, elles ont financé autant que les 11 plus grandes banques européennes entre 2016 et 2020 la création d'énergie à base d'actifs fossiles. Et si la BCE intervient pour sauver les banques en Europe, il faudra que la Réserve fédérale aux États-Unis fasse de même en Amérique. Voilà, je sais que le sujet n'est pas très drôle, mais le cancer bancaire est bien réel et il faut bien comprendre ce qu'il se passe. Alors vous, à votre échelle, comment est-ce que ça peut vous impacter? Déjà, sachez qu'il y a une possibilité de revoir une crise à la subprime si rien n'est fait pour assainir le bilan de nos banques. Ensuite, si vous êtes des petits porteurs, des investisseurs en bourse et que vous avez des positions sur les banques ou que vous considérez investir chez les banques, pensez-y à 2 fois. Le cancer bancaire est bien réel. La transition écologique et énergétique, encore une fois, n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Voilà, le constat n'est pas très drôle. Ce que vous avez appris dans cette vidéo et grâce à ce rapport, ça devrait vraiment vous horrifier. Si nous continuons comme ça, nous allons encore une fois droit dans le mur et les banques centrales devront encore sauver les pots cassés. Et qui est-ce qui paiera l'addition? Au final, c'est tout simplement une augmentation des ségrégations sociales.